Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre salon Entrepreneur 13. Donc, je suis ravi d'animer cette conférence plénière qui va se dérouler en deux parties. Une première partie, dont bien sûr on va parler d'IA avec notre partenaire IBM. Et donc, je vais laisser la parole tout à l'heure à Sibylle Guérand qui va nous expliquer comment IBM aborde un petit peu ce sujet, puisqu'ils sont sur le sujet depuis presque 20 ans. Ils ont un petit peu de recul quand même sur les choses. Donc, on va avoir une quinzaine de minutes là-dessus. Et puis, par la suite, j'appellerai nos différents intervenants que je présenterai tout à l'heure. Voilà, merci à tous d'être présents. Et je vais laisser tout de suite la parole à Sibylle Guérand pour IBM pour une petite quinzaine de minutes. Merci, à tout de suite. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, super, merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie et honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Donc Sibylle Guérand, moi j'ai en charge une partie de l'écosystème d'IBM, des partenaires, mais également j'ai en charge la représentativité d'IBM sur la région. J'y suis depuis 18 ans. Donc, métropole leader chez IBM à Marseille, on est dans les docks. Et ça fait 24 ans que je suis chez IBM et que je couvre la globalité des sujets de cette société qui a plus de 110 ans. On a fêté 110 ans en France cette année. Et donc, les technologies et aujourd'hui l'intelligence artificielle sont au cœur de notre stratégie. Alors, parlons un petit peu de cette intelligence artificielle qu'il faut mettre à contribution. Alors pour commencer, on va faire très simple, c'est définir l'IA, parce qu'on en parle, on la met à toutes les sauces, mais on ne sait pas forcément toujours bien la définir. Alors je vous ai cherché des petites définitions. Donc c'est une technologie qui permet aux ordinateurs et aux machines de simuler l'apprentissage, la compréhension, la résolution de problèmes, ça c'est important, la prise de décision, la créativité et l'autonomie de l'être humain. Alors vous allez me dire, l'IA est entrée dans nos vies de tous les jours depuis bien longtemps. Vous la retrouvez dans vos téléphones, quand vous mettez votre visage pour faire démarrer l'ouverture. Vous l'avez dans vos voitures, vous avez vos GPS. Vous l'avez dans la télé, pour ceux qui ont Netflix. Depuis le début, ils utilisent l'intelligence artificielle pour vous proposer le meilleur programme. Et puis, bien évidemment, les sites de e-commerce qui se sont développés à grande vitesse, et notamment à la période du Covid. Et puis, depuis 2 ans maintenant, l'arrivée de ChatGPT a tout révolutionné et a surtout mis un coup de projecteur sur qu'est-ce que l'IA et a amené nouveau style d'IA sur lequel plusieurs acteurs étaient en train de travailler. Ils ont tiré un petit peu la machine. C'est l'intelligence artificielle dite générative. Alors, cette intelligence artificielle, aujourd'hui, elle s'inclut dans tous les pans de la société. Vous allez la retrouver de manière très profonde dans la santé, pour tout ce qui est accompagnement de la recherche, amélioration des diagnostics, dans la finance. Vous allez la retrouver dans la surveillance et la sécurité, et puis dans les relations clientèle dont vous êtes confrontés vous-même régulièrement. Alors si l'on revient un petit peu en arrière, je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu suivre cette série sur Arte. Alors c'est assez intéressant parce que Rematch s'est inspiré de l'histoire vraie de l'affrontement du grand maître d'échecs Garry Kasparov contre Deep Blue, la machine IBM. Donc est-ce que vous savez en quelle année c'était ? Pas loin. Donc premier match 1996 et donc le rematch, la revanche, c'est en 1997. En 96, la machine a perdu et en 97, la machine a gagné. Et donc, on a commencé de changer de paradigme et de se dire, cette machine,
est-elle plus forte que l'homme? Donc si l'on revient à l'IA et à l'IA générative, c'est pas forcément intuitif pour tout le monde de comprendre. Par contre, le mot génératif est très simple, il parle de lui-même, c'est générer quelque chose. Alors contrairement... Microsoft vous donne rendez-vous sur les merci. stands 20 et 30. Merci. Découvrez le réseau du numérique en région sud. L'intelligence artificielle dite traditionnelle, on va dire qu'on a des modèles et qu'on va entraîner ces modèles pour chaque fois une tâche bien précise. Voilà. Vous avez tous parfois labellisé des photos. Hein, on vous demande de vérifier que vous n'êtes pas un robot et on vous demande de vérifier un pont, une voiture, un chat. Bon, mais ça, c'est de la labellisation. Vous aidez à entraîner des modèles. D'accord ? L'intelligence artificielle dite générative, elle s'appuie sur ce qu'on appelle des modèles de fondation. Vous avez peut-être vu parfois LLM, Large Language Model. En fait, on apprend en une fois, sur des très très grands volumes de données, d'accord? Donc c'est un peu différent. Mais par contre, ensuite, les données de sortie, de toute façon, ne sortent que statistiquement probables. Par exemple, si vous dites, vous lancez ce qu'on appelle un prompt, c'est-à-dire vous interrogez l'intelligence artificielle générative, bonjour, j'ai 25, va vous sortir en à tous les coups. Sauf que ces grands modèles, comme ils sont entraînés sur des grands modèles de données, de manière très vaste, ils peuvent générer du contenu incorrect. On appelle ça des hallucinations. Voilà. Alors ils peuvent avoir des biais également et ils peuvent être soumis à des dérives. Alors l'IA pour les entrepreneurs et pour les entreprises, demain, est-ce que c'est demain ou est-ce que c'est aujourd'hui ? Alors j'ai remis ça parce que je trouve que c'est intéressant. On dit souvent que seuls les problèmes les plus difficiles arrivent sur les bureaux des PDG. Et la façon dont ces problèmes sont résolus définit souvent l'avenir d'une organisation. Donc pensez à la manière dont il va falloir injecter l'intelligence artificielle dans vos entreprises. Imaginez un enfant qui découvre l'intelligence artificielle. Hein, vous avez tous des enfants dans votre entourage, petits-enfants, enfants, neveux, nièces. Et pour Noël, ça va être la folie. Alors eux, ils sont fascinés par les capacités, ils posent des questions, ils trouvent ça super. Et puis, ils abordent ça comme un nouveau jouet. Maintenant, imaginez une entreprise qui découvre l'IA. Dans la grande majorité des cas, quand une entreprise découvre l'IA pour la première fois, elle est un peu apeurée par les capacités. Et puis, elle ne sait pas vraiment comment utiliser cette intelligence artificielle. En fait, l'important, c'est que c'est un outil. C'est un outil, cette intelligence artificielle. Et il faut se dire comment je vais l'utiliser pour en tirer le meilleur et améliorer mon entreprise. Alors, elle a des avantages, parce que sinon, on n'en parlerait pas autant. Elle a des avantages, l'IA, dans l'entreprise, petite, moyenne ou grande, peu importe. Son point fort, c'est qu'elle va être là pour améliorer la productivité. D'accord ? Elle va augmenter les employés. Elle va aider à meilleure prise de décision. Elle va aider aussi à innover ou à augmenter celui qui est en train d'innover, trouver des nouveaux produits, être créatif. Et puis elle va réduire les coûts. Mais, chose importante, elle peut aussi servir à diminuer les risques physiques sur des sites compliqués. Et puis elle va positionner des avantages concurrentiels. Alors, les cas d'utilisation dans l'IA, je ne vais pas tout vous présenter, parce que j'en ai pour des heures. L'idée, c'est de vous donner quelques points de réflexion. Celui qui est le plus visible, souvent, et le premier auquel on pense, c'est l'amélioration de l'expérience client.
donc le service client, le support client. Mais ça peut être aussi le patient, le citoyen, bien évidemment. On va lui demander de nous aider à détecter des fraudes. Et puis on va lui demander aussi à nous aider à faire du marketing personnalisé, que ce soit avec du texte généré, de l'analyse des comportements des clients, mais également la création d'images. Vous imaginez bien que ce n'est pas moi qui ai créé cette image-là, c'est de l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle aussi, et nous on se l'est appliqué à nous-mêmes, on est client zéro, IBM, donc on est une des entreprises aujourd'hui qui a le plus amené d'intelligence artificielle et d'automatisation dans nos process internes et notamment dans les ressources humaines. Et puis, pour ceux à qui ça parle, l'intelligence artificielle va permettre d'accompagner plus rapidement la modernisation d'applications avec ce qu'on appelle du code assistant. D'accord ? Et puis ça peut être aussi de la maintenance prédictive. Alors cette expérience client, grâce à vos données et à l'intégration dans les chatbots. Pourquoi je dis grâce à vos données ? Vous vous rappelez, je vous ai dit, l'intelligence artificielle générative, elle s'est entraînée sur des très grands modèles, sur Internet, sur Wikipédia. Est-ce qu'il y a les procédures de votre entreprise là-dedans ? Non. Est-ce qu'il y a les données de votre entreprise ? Non. Donc en fait, avec ce qu'on appelle de la RAG, on va venir aller puiser dans les données de l'entreprise interne pour aller chercher les informations qui vont venir se compléter elles-mêmes au large language model dont on a besoin dans l'IA pour ensuite générer une réponse qui, elle, s'appuie et contextualisée par rapport à ce qu'on lui demande et par rapport à dans quel environnement on lui pose cette question. Ok ? Donc ça, c'est important, c'est très, très, très important à avoir en tête. Cette intelligence artificielle, elle va vous aider aussi à rapidement travailler en termes de contenu à, par exemple ici, la génération de résumés, la génération de comptes rendus. Elle peut aller vous aider à aller chercher dans vos contrats des notifications importantes dont vous avez besoin pour répondre au plus rapidement à un client. Et puis, cette IA générative, comme je le disais, va servir aussi aux directeurs marketing et ils sont 86% aujourd'hui à déclarer qu'ils prévoient d'utiliser l'IA générative pour analyser les informations sur les clients d'ici 2025. Alors, là, je vous demande un tout petit peu d'indulgence. J'ai récupéré ce chart ce matin dans le TGV, puisque hier soir, j'étais à Paris, et l'un de mes collègues a présenté ce chart-là, et je me suis dit, donne-le-moi, il est génial. Les éléments constitutifs de l'IA pour l'avenir. Alors, pour l'avenir, mais c'est aujourd'hui sur lequel on se pose la question. En fait, vous avez ici, en haut, ce dont je vous ai parlé à l'introduction, donc ces fameux modèles. Ces fameux modèles, c'est important puisque il faut avoir une bonne stratégie de modèle quand on veut faire de l'intelligence artificielle. Je vous ai dit, il y a des très très grands modèles. Très très grands modèles, ça veut dire quoi ? Beaucoup de données, beaucoup d'entraînement, beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie et cher. Donc il faut savoir aujourd'hui pouvoir naviguer entre plusieurs types de modèles. Chez IBM, les modèles s'appellent Granite, vous avez des modèles Llama, vous avez les modèles chez Mistral. Peu importe, vous avez une pléthore de modèles, des grands, des moyens et des petits. Alors pourquoi un petit modèle ? Aujourd'hui, on est en train de beaucoup travailler là-dessus, ça va être intéressant. Et notamment, dès qu'on veut le spécialiser sur un domaine dans l'entreprise. Parce que justement, il va être beaucoup plus focus. Il va être beaucoup plus pertinent. Et il va être moins consommateur d'énergie et donc moins coûteux. Donc ça, c'est un point important. Mais bien évidemment, on ne fera pas d'intelligence artificielle si on n'a pas une stratégie et si on n'est pas appuyé sur des données gouvernées
propres, où on sait où elles sont. Et enfin, en bas, vous avez les 2 moyens aujourd'hui dont on parle le plus pour accéder et rendre visible cette intelligence artificielle par les utilisateurs et par les clients. Ce sont les assistants et les agents. Alors les assistants, vous les connaissez, hein, les fameux chatbots. Qui sait ce qu'est qu'un agent? Qui a entendu parler de agentification? Retenez bien ce mot, agentification. L'année prochaine, vous allez en entendre parler à toutes les sauces. Un assistant, vous allez lui poser des questions et puis il vous donne une réponse, vous lui reposez une question. Imaginez, vous voulez organiser un séjour au ski pour les vacances de Noël. Donc vous lui demandez où est-ce que je peux aller, il vous propose des stations, où est-ce que la météo sera la plus chaude et il vous redonne une réponse, etc. etc. Question-réponse, question-réponse. L'agent, lui, vous avez lui dire « Je veux partir une semaine en vacances du 23 au 29 décembre dans une station de ski agréable. Merci de me donner le trajet, l'information. » Et en fait, ce sont différents agents qui vont s'enchaîner et qui vont, en bout de course, vous sortir en une fois. J'ai réservé pour vous un trajet en TGV pour aller à tel endroit, de telle date, à tel horaire, etc. Souhaitez-vous valider? Oui, non. Après, c'est l'humain qui choisit. Donc ça, c'est important. Pour faire ça, la gouvernance, c'est important. La gouvernance des données, la gouvernance de vos process, la gouvernance et l'éthique de ce qu'on va mettre dans tout ça. C'est le point qu'on va voir après. Et au centre de tout, eh bien, c'est les use cases, les cas d'usage. Parce que dire « je veux mettre de l'IA dans mon entreprise », ça veut tout et rien dire. Si vous n'avez pas des cas d'usage précis et si vous ne travaillez pas sur des cas d'usage, chez IBM par exemple, on propose aux clients de les accompagner avec ce qu'on appelle le client engineering. Ce sont des équipes dédiées où on va travailler en équipe pour véritablement amener à ces use cases. Alors il y aura des risques, il y en aura demain. Donc dès le départ de vos réflexions de projet, pensez à ça, les risques liés aux données, aux modèles. Parce que les modèles, bien évidemment, ils peuvent avoir été entraînés sur des données pas propres, risquées, avec des dérives, avec du racisme, par exemple. Donc ça, c'est important. Attention aux risques opérationnels, éthiques, juridiques. Je crois que c'est 2026, l'EIA Act rentrera véritablement en vigueur avec des coûts comme sur GDPR. Donc ayez en tête, on ne fait pas les choses au hasard, on aura des directives. Et aujourd'hui, à peine 24% des projets actuels d'IA générative sont sécurisés. Donc en résumé, peu importe où vous souhaitez utiliser l'IA dans votre entreprise, ce qui est essentiel, au-delà de choisir des bons modèles, avoir des données, avoir des use cases, il faut pouvoir gouverner tout ça. Alors vous allez me dire, mais ok, comment je fais? Comment je fais? Commencez par une stratégie la plus claire possible, avec une feuille de route la plus claire possible. Même si vous êtes petit, concentrez-vous sur des cas d'utilisation, ayez une base de données propre, favorisez en interne cette culture d'expérimentation et d'apprentissage. Il faut que les gens soient formés. Formez-vous à l'IA. Il existe des plateformes, il existe plein de moyens de s'acculturer à l'IA. Garantir l'IA, développer et veiller surtout dans la durée à la bonne santé de toutes les technologies. Et bien évidemment, on ne fait pas ça tout seul, parce qu'il faut des compétences particulières. Ce n'est pas toujours évident. Et ça a un coût. Alors travailler en écosystème, ça c'est important. Et oser faire des choses. Chez IBM, la plateforme s'appelle watsonx. Elle est ouverte, justement ce que je disais, le plus éthique possible, adaptable, économe et gouvernable.
Et en conclusion, l'IA, c'est un outil, mais ce n'est pas juste un outil, d'accord? C'est un partenaire. Et c'est un partenaire qui va vous aider à vous développer et à réussir. Et donc, ce petit mot, si vous êtes un entrepreneur, une entrepreneuse, je vous encourage à considérer l'IA comme un ami pour votre entreprise. Et Dario Gilles, donc notre vice-président au niveau mondial en charge de la R&D, vous dirait que l'IA va toucher tous les aspects de notre vie, et on le sait et on le vit tous. Elle va changer le monde, elle a déjà commencé, mais c'est à nous tous, à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, qu'il incombe de déterminer comment on va changer le monde. Merci, j'ai un peu dépassé mon temps. Merci beaucoup à IBM. Merci Sibylle pour cette brillante présentation. Donc on va passer à la table ronde. Et pour cela, je vais inviter à monter sur scène nos invités. Donc tout de suite, on va appeler déjà la présidente de la CPME 13, Corinne Inesti. Où est Corinne? Corinne. Bon, elle va arriver. Elle était juste là. Ah, voilà, elle arrive. Elle arrive. Allez, Corinne. Voilà. Ensuite, on va inviter Ludovic Pernet pour la région Sud. Si Ludovic peut bien venir sur scène. Ludovic, s'il te plaît, voilà. Récupérez un micro. Installez-vous. Hop, l'estrade est un peu haute. Corinne, je t'invite à t'installer. Ludovic également. On va appeler Arnaud Mercier pour la métropole Aix-Marseille. Bienvenue Arnaud. Et Kevin Polizzi, donc le fondateur d'Unitel Group et président d'Unitel Group. Kevin, je t'en prie, il y a un troisième micro là. Hop, voilà, comme ça tout le monde est à peu près équipé. Voilà, un grand merci pour votre présence ici sur cette table ronde et pour parler d'IA. L'IA aujourd'hui est comme toujours d'actualité, mais encore plus aujourd'hui. Il se trouve que les planètes parfois s'alignent. Ce matin, Google a fait une annonce très importante et il a annoncé que Gemini 2 était lancé officiellement mondialement. Donc on les remercie beaucoup d'avoir attendu que nous fassions le salon et la CPME. Donc un grand bravo pour ça. Et vous allez certainement constater dans vos entreprises que l'IA est en train de changer un petit peu le monde. Donc on a vraiment un impact colossal. On est en train de changer de cap grâce à l'IA. Et pour les TPE-PME, c'est une vraie opportunité. Donc on va essayer de débattre un petit peu de tout ça. Et je vais commencer des questions. Alors, on va commencer par notre présidente, donc Corinne Inesti, qui peut prendre le micro de son voisin. Donc, Corinne, déjà, pourquoi sur Entrepreneur 13 le thème de l'IA aujourd'hui? Bien, le thème de l'IA, parce que, à mon avis, on ne peut pas ne pas parler d'IA, de digitalisation aujourd'hui. Et même quand on est une TPE-PME, il ne faut pas croire que ça ne nous concerne pas, bien au contraire. Il n'y a déjà qu'à voir l'influence que nous avons et la diversité des stands que nous vous proposons. Parce que le but de ce salon, ça va être déjà de vous informer. On a toujours besoin d'être au fait de l'actualité et surtout de ce qui existe et de vous apporter des solutions concrètes. Nous, ce qu'on a voulu, c'est que les TPE-PME ne ratent pas ce virage, comprennent que c'est un levier, que c'est pour elles l'occasion d'avoir une amélioration au niveau de leurs compétences, que ça ne va pas prendre peut-être plus de temps. Au contraire, une bonne information et un bon outil fera gagner du temps, fera gagner surtout en compétitivité. Donc on y croit beaucoup et on est surtout là pour dire ne ratez pas ce cap et on va vous accompagner en vous proposant des solutions qui ne sont pas forcément onéreuses. Parce que c'est ça, on croit que c'est compliqué, que ça prend beaucoup de temps et que ça coûte peut-être malheureusement trop financièrement parlant. Voilà. Il y a beaucoup de solutions gratuites, effectivement, qui sont accessibles pour tout un chacun. Vous allez effectivement sur ChatGPT, c'est gratuit. Vous avez toute une partie gratuite avec des réponses. Alors, c'est toute une partie de l'IA, mais ça vous permet d'accéder. Alors, on va poser une question à la région. Merci Ludovic d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, comment la région, elle, soutient-elle cette transformation numérique des entreprises et des TPE-PME? Quels sont les dispositifs en place? Bien, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier la présidente de la CPME 13, Corinne Inesti, et l'ensemble de ses équipes pour l'organisation chaque année de ce grand congrès, de ce grand forum. Je vois ici, bien sûr, beaucoup d'entrepreneurs. Je vois aussi
d'éminents responsables et hauts dignitaires, notamment le gouverneur militaire de Marseille, mon général, qui est chaque année présent ici. Je suis convaincu que, évidemment, l'avenir appartient en tout cas à ceux qui osent rêver, surtout ceux qui imaginent et qui façonnent le monde de demain. Et la technologie, ce n'est pas un simple outil, c'est une promesse d'excellence, une promesse de dépassement et également une promesse de responsabilité. Et parce que ce qui compte dans la vie, ce n'est pas uniquement ce qu'on dit, mais surtout ce qu'on fait. C'est dans ces conditions qu'avec Renaud Muselier et la majorité régionale, on a mis en place le plan Sud pour des intelligences artificielles qui est doté de 3,5 millions d'euros, qui est investi dans un plan 2024-2028. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'intelligence artificielle va et commence déjà à révolutionner nos entreprises, nos modes de vie, et aussi que l'IA n'est pas un luxe, mais bien un levier. Et donc, on va pouvoir gagner avec l'intelligence artificielle, et vous le savez, on va pouvoir gagner en compétitivité parce qu'on va pouvoir gagner en productivité. C'est également imaginer les nouvelles façons de créer, de produire. Et donc, vous avez un dispositif, Mon Assistant IA, qui a été mis en place par la région et qui permet d'avoir un accompagnement personnalisé au sein de vos entreprises pour évaluer l'impact de l'IA qui serait sur la productivité de vos entreprises avec une analyse et des propositions concrètes. Et donc, c'est là aussi, on n'a pas la baguette magique, mais en tant qu'élu de ce territoire, on a la responsabilité de porter une vision et donc d'utiliser aussi l'argent du contribuable, qui est l'argent des entreprises. Je suis moi-même chef d'entreprise d'une manière différente en tant qu'avocat, mais on voit bien, et je le vois aussi dans mon métier d'avocat, à quel point l'IA commence à modifier nos manières de travailler. Et donc aujourd'hui, dans les défis qui sont les nôtres, parce que ce n'est pas uniquement des défis locaux, ce sont des défis mondiaux, et on voit bien d'autres pays qui ont pris à main la question de l'intelligence artificielle, et c'est évidemment important que nous soyons aussi précurseurs en la matière. Donc la région qui met en place de nombreux outils par les dispositifs dont tu parlais, Ludovic. Donc merci pour ça, parce qu'effectivement les TPE-PME ont besoin aussi de ce soutien des instances publiques. Alors pour la région, c'est fait, on a un petit peu donné des outils. Au niveau de la métropole, alors déjà merci Arnaud Mercier d'être là pour représenter la métropole. Vous êtes aussi maire d'une commune, donc vous êtes aussi en contact au quotidien avec vos administrés. Donc comment la métropole, elle, effectivement, joue un rôle structurant dans ce soutien aux entreprises locales autour de ces sujets du numérique et notamment autour de l'IA? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Madame la Présidente de votre invitation et bravo en tout cas pour ce forum. Encore une fois, la qualité des intervenants, des entreprises présentes et de ce sujet choisi qui est forcément un sujet primordial aujourd'hui pour nos activités, pour les activités que ce soit pour les collectivités que pour les entreprises qui chamboulent beaucoup de choses. Et donc c'est important aujourd'hui d'être là pour pouvoir en discuter. Alors, l'action de l'IA et du soutien en tout cas aux entreprises locales portées par la métropole est inscrite dans l'agenda économique de la métropole autour de 5 axes avec plusieurs objectifs. Renforcer l'attractivité et l'ouverture sur le monde, ça a été dit par Ludovic, concernant la région, mais bien évidemment pour la métropole, offrant des capacités d'accueil et de développement performants et responsables, ça aussi c'est un point important, sur le foncier, sur le bâtimentaire, pour accueillir les entreprises, bien évidemment pour être une métropole plus productive, compétitive et innovante, et c'est là aujourd'hui notre action vers toutes les transitions, que ce soit écologique et bien évidemment et numérique. L'entrepreneuriat aujourd'hui qui est mis à l'avant, bien évidemment, est accompagné par la métropole et il faut qu'elle soit cette innovation plurielle et inclusive. Alors, on s'appuie sur plusieurs actions et plusieurs leviers, en tout cas, au travers d'outils qui sont forcément nos 3 technopoles du territoire,
sur le réseau des pépinières, des 10 pépinières et associations soutenant financièrement les startups. Et c'est près de 400 startups qui sont accompagnées sur le territoire métropolitain chaque année dans nos infrastructures. Alors pour accompagner plus spécifiquement sur le digital, il y avait forcément le programme porté également par la région sur le Move to Digital, porté par l'État et la région et nous-mêmes, pour accompagner les entreprises dans leur quotidien à la transformation digitale, au travers donc également d'acteurs sur le territoire, avec l'IoT Center à l'école des mines et de Gardanne, qui permettent justement aux entreprises de développer des nouveaux cas d'usage sur la transition digitale. Et bien évidemment, il y a le soutien, comme les projets portés par Kevin avec le Cybercampus, mais j'imagine qu'il va en parler tout à l'heure sur ces sujets-là. Donc en 2023, c'est plus de 2 millions d'euros portés par la métropole de subventions pour la création et le développement d'entreprises innovantes via l'accélérateur M, par exemple, Marseille Innovation ou au soutien de nos acteurs comme la French Tech ou comme Medinsoft. Et continuer donc de développer la plateforme de l'innovation également, qui a été reconnue par le ministère de la Transition écologique, qui est ouvert à toutes et à tous, pour pouvoir porter des projets innovants, de lancer des appels à projets, surtout pour les grands comptes, à destination des entreprises du territoire, pour lancer des solutions innovantes pour les grands comptes et les collectivités sur le territoire. Donc j'invite vraiment toutes les entreprises à aller régulièrement sur cette plateforme pour pouvoir voir les appels à projets et sur lesquels forcément on attend des réponses. Et ça fonctionne très très bien, donc vraiment n'hésitez pas. Il y a également donc 2 outils qui existaient déjà sur le territoire, mais au vu, on le voit un peu, on vient d'en parler avec Kevin, sur la situation économique actuelle, avec les difficultés pour le monde économique sur le financement. Et là donc également sur des dispositifs avec la région, avec le fonds d'amorçage connu sur le territoire, que le fonds RAMPA, qui est une aide directe aux porteurs de projets de 40 000 euros, portée par Paytex Développement, où il y a une augmentation de la participation possible selon certains critères, jusqu'à 60 000 euros aujourd'hui, avec un fléchage plus dédié sur les jeunes créateurs et sur les femmes dans l'entrepreneuriat, où là également, ce qu'on va demander, c'est un peu moins d'apports nécessaires pour avoir accès aux fonds pour ces 2 publics ciblés. Et également, donc, un nouvel outil qui existait là sur le territoire de Marseille, porté par la Marseille Innovation, qui était le fonds Bayami, et qui est aujourd'hui développé sur l'ensemble du territoire métropolitain. Et là également, avec un appui de la métropole assez fort, avec une aide qui peut être portée jusqu'à 45 000 euros, 30 000 euros portés par la métropole et 15 000 euros. Il y a un stand ici présent également, les 2 stands et la BPI, sur 15 000 euros, qui accompagnent les porteurs de projets. Et plus spécifiquement sur l'IA, donc on a aussi développé forcément des solutions en interne, accompagner les startups sur le territoire. Et on s'est doté en 2022 d'une charte, parce qu'il ne peut pas y avoir d'IA, c'est important à faire passer comme message également, ça a été dit tout à l'heure par IBM, par de la donnée. Donc on s'est doté d'une charte de la donnée pour être le tiers de confiance pour nos habitants, et également une charte de l'IA pour expliquer à nos usagers, et en interne également, que l'usage de l'IA doit être sous format éthique, et c'est l'action également portée par la métropole. Voilà, je ne vais pas être plus long, mais beaucoup d'actions en tout cas sur accompagnant l'entrepreneuriat sur le territoire. Donc voilà, mais en tout cas merci pour votre question. Merci, effectivement, beaucoup d'outils aussi bien sur la métropole que sur la région. Donc des outils et des fonds disponibles directement pour vous, pour les TPE-PME, et notamment pour les créateurs et les femmes créatrices d'entreprises également. Donc très, très intéressant. Alors, on va laisser la parole maintenant à Kevin Polizzi. Donc, Kevin, fondateur du Nitel Group. Donc, depuis le début de ta carrière, Kevin, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Tu as toujours été très proche des startups, très proche des TPE-PME, via des solutions qui sont pragmatiques, qui sont faciles à mettre en place très souvent. Et tu me dis souvent, parce qu'on en parle souvent, que les TPE-PME ne saisissent pas assez les outils qui sont disponibles aujourd'hui. Et c'est une vraie révolution qu'on est en train de vivre. Alors, en quoi, d'après toi, Kevin, cette transformation digitale est-elle indispensable pour les entreprises ? Bonjour à toutes et tous. Digital IA, réinventons l'entreprise. Il n'y a pas une journée où on ne doit pas se réinventer, surtout aujourd'hui. Vous allumez la télé, les marchés sont mondiaux, le monde se reconfigure, le prix de la matière première est important, il faut décarboner notre économie. Bon, on a quand même un nombre de challenges qui s'offrent à nous au quotidien, qui sont un petit peu, qui dépassent la taille humaine. On est incapable d'adresser tout ça dans une TPME unitairement, on va dire.
Le digital, c'est quoi? Le digital, c'est une accélération, une automatisation de ce qui vous coûte du temps, de l'argent. Donc le digital, c'est un gain d'opportunité. C'est la possibilité d'être mieux représenté sur les réseaux, faire de l'acquisition de nouveaux clients, être capable d'injecter plus de valeur dans vos produits. On parle souvent, par exemple, de l'industrie des panneaux solaires. Un panneau solaire, aujourd'hui, n'a aucune valeur. On le fabrique pour ce qu'il est et on n'a pas inventé des choses. Quand on met du digital dans un panneau solaire, on augmente sa capacité de production. Et quand on augmente sa capacité de production, on abaisse forcément son coût. Et donc aujourd'hui, on doit faire front commun autour d'une difficulté très simple, c'est que les petites entreprises n'ont pas accès à l'innovation. Elles n'ont pas accès à l'innovation parce que lorsqu'on veut faire de la R&D, ça coûte de l'argent. Lorsqu'on veut sélectionner des produits, il faut un petit peu avoir une connaissance du produit. Et donc aujourd'hui, on est dans une phase de formation. On va laisser passer à la grande table, non? Déjeuner des grandes tables, des acteurs économiques. Ceux qui ont faim, vous pouvez vous diriger. À se diriger vers l'espace Ça, déjeuner. c'est l'inconvénient du salon. Il n'y a pas que des avantages. Bon, je vous propose d'écouter 2 minutes de plus quand même. Après, je vous jure, vous pourrez partir en courant. Les food trucks, c'est là-bas. La restauration, c'est là-bas. Voilà, on a compris. Allez, on continue. Donc globalement, sur le digital, ça vous donne la capacité d'aller plus vite. Et lorsque vous avez un bilan en fin d'année qui sort légèrement négatif ou un petit peu positif, l'utilisation de l'intelligence artificielle, ça vous amène de 15 à 30% de bénéfices supplémentaires. À un moment, il faut mettre des mots sur les choses. Lorsque vous utilisez l'IA, plutôt que de mettre 2 jours à fabriquer quelque chose, vous allez mettre une demi-journée. Plutôt que d'avoir un métier qui est hyper rébarbatif, hyper embêtant, globalement, vous allez automatiser ce qui est un peu embêtant. Souvenez-vous quand on faisait nos devoirs un peu plus jeunes. Et vous aurez du temps pour aller prospecter, pour donner vraiment une image de l'entreprise qui est une image de l'entreprise moderne. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de 2040, de 2050. Mais moi, je vous propose qu'on parle de 2025. Il va falloir la passer cette année-là. Et je crois qu'elle sera vraiment pas facile, il faut se le dire. Il va surtout falloir se mettre sur le chemin, un peu à la Kennedy, là, de la fin de la décennie. Et donc, l'IA, le digital, c'est plus une option aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un fondamental dans n'importe quel business. La santé, évidemment, l'intelligence artificielle aura un impact majeur. Le droit, évidemment que l'intelligence artificielle va être en capacité de renommer ça. La formation, évidemment qu'on va pouvoir créer des dispositifs de formation beaucoup plus vite. Et donc, vraiment, c'est aussi une capacité, je le dis assez souvent, de cicatriser les parcours de formation. Quand vous embauchez quelqu'un, on a besoin de quelqu'un qui a 10 ans d'expérience pour la moitié du prix disponible demain, comme tout le monde. Mais lorsqu'on embauche quelqu'un qui n'est pas tout à fait formé, qui n'a pas tout à fait l'expérience, mais qui n'est pas tout à fait au budget, notre premier job de dirigeant, c'est de les doter des outils et des outils pour qu'ils performent avec nous. Très bien, merci Kevin. Alors, on va redonner la parole à... Il y a toujours beaucoup d'un public amical autour de Kevin. Alors, on avance. Donc, pour la CPME, Corinne, comment nous, au niveau de la CPME, et là je m'inclus dans le discours, puisque l'ensemble du bureau est bien sûr à tes côtés pour ça, quels sont nos outils pour aider nos adhérents et pour aider les TPE-PME pour franchir ce cap de la transition digitale et de l'IA? Ce qui a été dit, et je le répète, c'est aussi l'objet de ce salon, c'est de présenter les dispositifs. Là, on a eu certains qui sont présentés par les collectivités. On a aussi quelqu'un qui est dans le secteur qui nous a expliqué de façon concrète. Et nous, en tant qu'organisation interprofessionnelle et en tant que CPME, on est là pour dire aux chefs d'entreprise, vous n'êtes pas seuls. Donc comptez sur nous pour vous expliquer quelles sont les solutions. C'est un enjeu majeur et nous aussi, on a pris les devants parce qu'on a une commission digitale au niveau de la CPME. On aime lorsqu'il y a nécessité d'accompagner les chefs d'entreprise puisqu'on est tous entrepreneurs patrimoniaux et on est experts dans beaucoup de matières. Et donc, justement, sur ce sujet, on a les ressources, nous aussi, et on a beaucoup de professionnels qui sont là pour vous accompagner. Donc, notez bien qu'on a une commission digitale, on a des partenariats, notamment avec Medinsoft qui est là aujourd'hui et d'autres qui sont là par le biais des stands, qui aussi sont toujours à notre écoute pour vous proposer des solutions. On fait régulièrement des ateliers. On a
on est présent sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire qu'on aura aussi bien une information des ateliers pratiques sur le territoire d'Aubagne-Gémenos et on fera la même chose sur l'étang de Berre ou sur Aix. Donc nous, ce qu'on veut être, c'est le plus proche de vous, à votre écoute et vous donner vraiment des solutions clés en main. Merci Corinne. Donc Ludovic, tout à l'heure tu as parlé de la plateforme numérique ou encore votre investissement auprès du campus cyber que portent Kevin et ses équipes avec notamment d'autres partenaires comme Made in Soft. Quel est l'intérêt pour la région de financer tout ça? Alors on a un peu compris, mais peux-tu nous en dire un peu plus sur ces dispositifs? D'abord, la compétence économique relève de la compétence de la région, mais bien au-delà, vous avez l'intelligence artificielle, vous avez le numérique, mais si vous ne protégez pas ces outils-là, ça peut avoir de graves conséquences pour nos entreprises, et pas uniquement que nos entreprises, parce qu'on a vu ces dernières années des collectivités locales, des mairies, des départements, des régions qui ont pu être attaquées par le cyber. Aujourd'hui, une mairie qui se retrouve attaquée avec soit un hameçonnage, soit d'autres dispositifs d'attaque, fait que vous ne pouvez plus inscrire les naissances. L'état civil ne fonctionne plus. Vous ne pouvez plus payer les fonctionnaires. Et donc, tout ça a un impact fondamental. Et donc, on a pris cette question du cyber à bras-le-corps avec notamment aussi la gendarmerie, mais aussi avec les entreprises, donc avec le campus cyber, notamment cher Kevin, pour fédérer la filière de la cybersécurité, pour donner aussi des actions de sensibilisation qui sont faits à l'égard des chefs d'entreprise sur n'ouvrez pas n'importe quel mail, comment s'en rendre compte. On en reçoit, je crois, toutes et tous beaucoup de faux mails qui vous demandent soit de payer des loyers, soit ils ont gagné des millions d'euros et ils veulent votre aide. Payer pour le retrait des colis, exactement, enfin, le retrait des tout ce qu'on colis, reçoit etc. tous les jours. Et ça, c'est fondamental pour ne pas se retrouver dans des situations qui peuvent être très graves et très critiques et qui, à la fin, peuvent coûter très cher. Et donc, en plus de ce dispositif sur le campus cyber, donc de fédération de la filière et de sensibilisation, vous avez également à votre disposition, pour les TPE et les PME de notre territoire, le dispositif qui s'appelle Mon Bouclier Cyber et qui vous permet d'avoir un expert professionnel qui va vous accompagner dans la définition de la protection de tous vos outils numériques et également avec une aide financière et même un abonnement qui peut se faire de 1 an à 3 ans pour vous aider très concrètement à mettre en place des solutions cyber. On voit bien le défi que c'est pour les collectivités, pour les entreprises. Et donc, on a besoin là aussi d'innovation. C'est ce que fait Kevin et beaucoup d'autres entreprises et Made in Soft sur ces questions-là. Et donc, nous, on doit être aux côtés de nos entreprises. C'est ce que nous faisons à travers l'intelligence artificielle, à travers le numérique, mais aussi comment se protéger et comment protéger vos entreprises. Merci. Donc, on a bien compris que c'est un enjeu majeur pour le territoire, aussi bien la région que la métropole. Donc, vous investissez beaucoup sur ces sujets-là. C'est ce que vous venez de nous dire. Et c'est très vrai. Il y a beaucoup de dispositifs visibles qui sont en place. Et vous les avez très bien détaillés. Alors, en quoi la métropole, le fait d'investir sur ces solutions, en quoi ça va aider à l'attractivité du territoire? Expliquez-nous un peu l'intérêt de cette stratégie d'investissement. Alors, déjà, la métropole a bien pris conscience de l'intérêt du poids du digital et du numérique sur ses filières stratégiques, parce que la filière numérique est inscrite dans son agenda de l'économie au même titre que l'aéroportuaire, au même titre que les grands axes économiques dont vous avez parlé tout à l'heure. Les grands axes dont vous avez parlé tout à l'heure. Quelques chiffres, hein, le numérique sur le territoire, c'est 49 000 emplois, 8 000 entreprises qui cumulent un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros. Majoritairement les TPE-PME notamment, qui sont la plupart de nos adhérents. Voilà, donc forcément, la métropole est à leur côté.
au travers donc d'animations qui sont, on en a parlé, animer l'écosystème, j'en ai parlé déjà sur une partie tout à l'heure, pour favoriser l'intelligence collective, et ça en fait partie aujourd'hui. Nous avons lancé également un programme en interne qui s'appelle PRIAM, comment faire rentrer avec les acteurs du territoire, avec les écoles de codage et du numérique du territoire, comment faire rentrer l'IA dans nos politiques publiques, sur l'intégralité de nos politiques publiques, que ce soit sur les déchets, les transports. Je sais qu'il y a eu une table ronde tout à l'heure sur la mobilité, où la métropole a présenté quelques projets justement sur l'IA. Et donc, comment faire intégrer cette IA dans le quotidien sur notre territoire et dans notre fonctionnement. Après, il y a d'autres expérimentations sur la Smart City également, sur le territoire, qui permet de montrer les capacités du territoire sur le numérique. Bon, et bien évidemment, on le répète encore et encore, nous sommes le 5e hub mondial de l'atterrissage des clubs marins. Aujourd'hui, c'est comment accompagner justement l'atterrissage. C'est quel impact, pour répondre à votre question, quel impact aujourd'hui de l'atterrissage? C'est bien de faire atterrir les câbles sous-marins sur le territoire. Mais qu'est-ce que ça apporte au territoire aujourd'hui? Comment accompagner justement et là la métropole avec les acteurs, avec l'ensemble des acteurs du territoire, et là pour apporter, structurer et accompagner le développement du numérique sur le territoire. Voilà. C'est déjà très bien. C'est déjà pas mal. Alors effectivement, le fait qu'il y ait ces câbles sous-marins, alors tout le monde ne s'en rend peut-être pas compte, mais le fait d'avoir ces câbles sous-marins, c'est une chance incroyable pour notre territoire. On est sur un positionnement les plus importants d'Europe sur ce sujet. C'est-à-dire que tout ce qui transite, toute la data qui transite, passe par les câbles sous-marins. Donc Kevin peut vous en parler pendant des heures. On ne va pas aborder le sujet tout de suite, mais je vais plutôt lui demander à Kevin, bon merci à la métropole, ce que je vais plutôt demander à Kevin, c'est d'un point de vue concret et pragmatique, parce que nous sommes des TPE-PME pour la plupart d'entre nous. On pourrait parler de l'IA pendant des heures et des heures. C'est pas fini, c'est le début d'une révolution. Ça va très très vite. Alors comment on fait, Kevin, concrètement, quels conseils tu pourrais donner, toi, en tant qu'entrepreneur, à une TPE-PME pour attraper ce sujet et que ce soit une valeur ajoutée et une source de revenus? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Très simplement. Je vais prendre l'exemple de la coopérative agricole. Lorsque vous êtes agriculteur, vous n'avez pas votre moulin, vous n'avez pas tout pour faire en autonomie, sauf si vous êtes un très grand producteur. Sur l'intelligence artificielle, sur la data, c'est exactement le même sujet. Il faut se regrouper. La CPME en est un excellent exemple, mais il faut surtout un plan opérationnel. Lorsqu'on a souhaité avec Stéphane Soto racheter The Camp, vous savez, cet ovni un petit peu qui flotte sur le territoire d'Aix-en-Provence, on a voulu transformer The Camp en outil opérationnel. Pour 2 raisons. La première raison, c'est parce qu'il fallait que The Camp vive et survive. Et quand on a la chance d'avoir des outils comme ceux-là, 5e hub mondial de télécommunications, plus grand campus d'innovation européen sur l'intelligence artificielle, c'est un territoire qui, le plus souvent, ignore ses atouts. Et donc notre boulot, avec Arnaud, avec Ludovic, avec tout le monde, c'est aussi de vous révéler les joyaux de ce trésor dont vous pouvez vous saisir au quotidien. Lorsqu'on a souhaité ouvrir les ateliers de formation sur l'intelligence artificielle, on a retrouvé évidemment les grands donneurs d'ordre. On a retrouvé les entreprises privées. Aujourd'hui, il faut passer le cap et descendre vers la TPME. Pourquoi? Parce que la vague de digitalisation, la vague de faillite, hein, on n'en parle pas beaucoup, mais on vit aujourd'hui une vague de faillite historique. Le ralentissement du carnet de commandes, le ralentissement de la prise d'ordre, c'est des positions de trésorerie qui vont être difficiles dans les mois qui arrivent. Il est évident qu'aujourd'hui, on doit optimiser la manière dont on travaille pour abaisser nos charges, pour se libérer du temps et pour se réinventer. C'est vraiment le thème de la conférence. Et donc, on a des outils sur ce territoire absolument incroyables. Je pense à la plateforme de Cyril Zimmerman, qui aujourd'hui a du mal à donner ses alternants, alors que ce sont eux, finalement, les sentinelles de l'IA, les sentinelles de la data. N'hésitez pas à recruter des alternants, même si l'État a envie un peu de raboter le sujet, ça reste quand même, ça reste encore des choses qui sont très accessibles. Et c'est eux qui vont vous amener l'IA au cœur de l'entreprise. Premier sujet, être capable de se doter des compétences. Deuxième sujet, être capable de les déployer sur votre parc client. Vous avez tous des clients. Historiquement, ils sont là. Ils attendent que vous leur parliez un petit peu différemment. Ils s'attendent à ce que vous leur apportiez là aussi de l'innovation. Et ça, vraiment, c'est votre job d'entrepreneur. Donc la chance qu'on a sur ce territoire,
c'est qu'il est constitué quand même majoritairement de TPME. Le problème qu'on risque d'avoir sur ce territoire, c'est que si les TPME ne se saisissent pas de cette transformation, voire même de cette révolution, on va connaître un affaissement historique. Et aujourd'hui, on n'a vraiment pas ce loisir-là. Et donc moi, je remercie évidemment la CPME, Corinne, Damien, d'avoir pris cette thématique pour la mettre à l'ordre du jour. La bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui parlent et qui ne nous écoutent pas n'ont pas le même niveau d'information que vous. Et à ce titre-là, vous êtes maintenant bénéficiaire d'un savoir complémentaire. Bien, bravo Kevin. Donc il est temps de remercier tout le monde. Donc un grand merci à Corinne et aux équipes de la CPME. Merci Ludovic Pernet pour l'investissement de la région et les outils mis à disposition. Merci à la métropole, bien entendu, avec Arnaud Mercier. Et merci Kevin et le groupe Unitel pour cet investissement depuis 20 ans.